Bonjour. Le Bitcoin rebondit sur un niveau important. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être, je pense, une grosse vidéo, tout simplement parce qu'on est lundi, il y a l'analyse weekly à faire, en plus il se passe pas mal de choses, donc on a un certain nombre de trucs à voir. Donc du coup, je pense que la vidéo sera quand même assez longue, bien que, je pense pas qu'on va tout faire aujourd'hui parce qu'il y aura pas le temps. J'ai pas envie que la vidéo dure plus d'une heure. Donc on va essayer quand même de, s'occuper du plus important aujourd'hui et on terminera bien entendu demain et les jours qui viennent. Donc, sans perdre de temps, la cryptomap. Là, c'est la cryptomap du jour, hein. Le Bitcoin rebondit, hein, un rebond, conséquent, un fort rebond. Eh bien, l'ensemble, des altcoins, pratiquement l'ensemble des altcoins, hein, on a petit Léo exception, mais sinon, du moins dans le top 100, les 3 quarts, 95%, 99 même des altcoins le suivent, avec des rebonds qui vont de 10 à, comme vous pouvez le voir, 64%. Donc, gros rebond sur l'ensemble des altcoins. Sans grande surprise, hein, le Bitcoin, il nous a fait des très belles bougies vertes, les altcoins le suivent sans problème. Le CryptoFear, on est repassé au-dessus des 40, on est même très proche du niveau des 50, donc le niveau aux alentours, hein, les 35-40, a bien joué son rôle. On est passé même légèrement en dessous, on a été au 33, mais comme je vous ai dit dans la dernière analyse, tant qu'on ne traîne pas et qu'ensuite le niveau des 40 il joue pas le rôle de résistance, qu'on repasse assez rapidement au-dessus, c'est bon, c'est le niveau qu'on attend justement pour faire des achats en tendance haussière aux alentours de la zone des 40. C'est en général là qu'on trouve les bottoms des corrections quand on est en tendance haussière. Donc parfait, le Bitcoin rebondit, on repasse au-dessus des 40, tout va bien de ce côté-là. Maintenant, ça va plus nous intéresser, enfin du moins ça continue à monter, ça va probablement remonter vers les 50, 60, etc. Entre 50 et 70. Vous savez que c'est une zone qui ne nous intéresse pas. Il n'y a pas grand-chose à faire, ni d'achat ni de vente à faire dans ces niveaux. Voilà. Le dollar. Alors on va aller en daily. Donc le dollar, tout se passe bien pour le moment avec le dollar. Il y a la zone, la petite zone ici, hein, notamment les 0,382 qui ont bien joué leur rôle. Le dollar, il continue la chute, il casse le Fibo 0,236, donc c'est encore mieux, mais rien n'est gagné, bien entendu. C'est bon signe, hein, comme on avait vu dans les précédentes vidéos, tant qu'on casse pas ici, tout va bien pour le Bitcoin, puisque du coup c'est juste un rebond qu'on attendait depuis un certain temps, qu'on avait déjà prévu probablement justement sur ces niveaux, pour aller rejoindre les 0,236 si c'est un très faible rebond, mais vu qu'il n'y avait pas eu de rebond conséquent, on s'attendait à aller plutôt rejoindre aux alentours des 0,382, chose qu'on a faite. Mais voilà, tant qu'on ne recasse pas ce niveau, le rebond n'est peut-être pas fini. D'ailleurs, si c'est juste un rebond, pour l'instant, tant qu'on ne recasse pas encore une fois ce niveau, on n'a pas, ça peut très bien être un bottom. Bon, mais pour l'instant, tout va bien. On reste prudent parce que vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être très bien, on pourrait très bien faire, hop, ça peut très bien être une vague 1, une vague B, et puis ensuite une vague C pour terminer le rebond, puis aller chercher un peu plus haut, même casser les 0,382. C'est pas non plus la fin du monde si on casse les 0,382, c'est juste faut être très prudent, parce que dans ce cas-là, peut-être qu'on sera plus dans un simple rebond. Mais tant qu'on casse pas les 0,382, c'est juste un petit rebond. Voilà, mais on pourrait très bien faire un rebond qui irait chercher les 0,5. Après, voilà, une ABC, un rebond classique en 3 mouvements. Ça peut être également, alors là, bon, c'est bien sûr pas ce qu'on veut, mais 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être également tout simplement la première vague haussière si ici on a trouvé un bottom. Et là on fait une 2. Et ensuite on va faire une 3, 4, 5. Bon bah là ça serait évidemment catastrophique pour le Bitcoin, hein, si on devait avoir un dollar qui remonte. C'est surtout pas ce qu'on veut voir. Sauf si vous voulez acheter du Bitcoin pas cher. Et là vous aurez probablement un Bitcoin vers les 14 ou les 12 000 dollars. Bon, pour l'instant on n'y est pas du tout. Pour l'instant c'est juste un rebond. La zone qu'on avait prévue qui fasse résistance, elle a joué son rôle. On rechute, on recasse les 0,236, donc jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, tout va bien, donc on va pouvoir aller voir notre ami Bitcoin. Alors le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a sur notre graphique? On a une trendline weekly, très importante. On a recassé la trendline weekly et on l'a réintégré assez rapidement, un peu comme ici, vous voyez, pullback,
hop, réintégration. Très bon moment pour faire un achat, bien évidemment. Les fake out, on adore. Tant qu'on ne reste pas en dessous trop longtemps, tout va bien. Je vous rappelle, c'est une trendline weekly, ça se regarde en weekly. Et en weekly, vous voyez, alors ici, on avait fait un petit fake out, mais pas de confirmation, vu qu'on avait juste une bougie, on n'a pas eu la bougie de confirmation. Ici, on a juste une mèche. Vous voyez, toujours pourquoi je vous dis attendre les clôtures avant de paniquer ou quoi que ce soit, parce que c'est le weekly, en général, qui nous donne les confirmations. Surtout quand il s'agit d'un time frame avec une trendline weekly. Donc vous voyez, on est venu, grosse mèche, pas de problème, tout va bien. De ce côté-là. Ensuite, on avait donc une zone d'achat ici. Une zone d'achat ici, tout simplement, grâce au plan Elliott Wave, qu'on ira voir après. Alors, je vous rappelle que, théoriquement, si vous voulez prendre des trades dans de bonnes conditions, il nous faut 3 choses. Donc, une localisation. Et là, on avait une excellente localisation. Pas seulement parce que c'est une zone d'achat, mais on le reverra encore, on l'a vu dans toutes les vidéos précédentes avec les indicateurs, qu'aux alentours des 20 000 $, il y avait tout un tas d'indicateurs qui nous donnaient un gros support. C'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo précédente, je vous ai dit, c'est surtout pas le moment de vendre ici. On ne vend pas sur un support. Si vous vouliez vendre quelque chose, c'était par ici, sous la grosse résistance. Ou sur un gros rebond qui va chercher les 0,38, la zone de rechargement de short. Parce qu'une zone de rechargement de short, c'est justement pour revendre si jamais on n'est pas sûr de soi et non pas sur un bottom. On ne revend pas un bottom ou un potentiel bottom, on revend un rebond. Si on a loupé la vente ici et qu'on est bearish et qu'on pense qu'on va aller faire des plus bas, on ne vend pas ici, on vend la zone de rechargement de short. Donc on vend ici. Ici, c'est la meilleure zone pour vendre si vous voulez sortir. Vous voyez, on l'a même dépassé un peu. Donc d'ailleurs, du coup, je vais tout de suite répondre à la question. Eh ben non, là, on n'achète pas. C'est surtout un très moment pour acheter, un très mauvais moment pour acheter. On est dans une zone de rechargement de short, même si on a dépassé un peu. La journée n'est pas clôturée, on pourrait reclôturer à l'intérieur. Donc là, on n'achète pas après des belles bougies vertes comme ça. On n'achète pas sous un dernier top aux alentours d'une zone de rechargement de short. Maintenant, si vous avez loupé l'achat ici et que vous voulez acheter, il faut attendre un rebond. Mais encore une fois, ça, on verra ça avec le plan Elliott Wave juste après. Donc, techniquement, ici, c'est une petite prise de profit pour ceux qui ont pris un trade là. Surtout, alors c'est un profit de sécurité. Pourquoi? Parce que si vous avez acheté là, je pense que c'est pour viser un peu plus haut, selon le plan Elliott qu'on ira voir après. Donc on n'a pas encore atteint les objectifs, parce que les objectifs, c'est bien entendu d'aller faire des nouveaux plus hauts. Mais vous pouvez prendre, c'est le TP de sécurité, c'est là, voilà. Parce que c'est la zone la plus sensible, et là où on peut être rejeté si on devait continuer à la baisse. Donc profit de sécurité. Profit de sécurité, c'est pour qui? C'est pour ceux, surtout pour ceux qui ne sont pas rentrés vers le bas, qui sont rentrés, je ne sais pas, en milieu de parcours, ici ou ici. Pourquoi? Parce que vous, votre stop, vous ne pouvez pas trop le déplacer encore. Parce qu'on pourrait revenir dans cette zone-là. Donc, pour ne pas transformer un trade gagnant en trade perdant, vous prenez un profit de sécurité. Comme ça, même si on devait rebaisser, eh bien ça paierait votre stop et les frais de trading. Et donc, vos trades, même s'ils ne vous rapportent rien, au moins, vous ne perdez pas d'argent. Pour ceux comme moi, qui sont rentrés plus bas et qui ont déjà mis, qui peuvent déjà se permettre de relever leur stop dans le positif, c'est pas quelque chose d'obligatoire, un take profit, parce que moi, si le Bitcoin il revient, il va prendre mon stop en positif, donc je ne perdrai pas d'argent non plus. Donc c'est surtout pour ceux qui sont rentrés plus tard, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé de prendre un take profit de sécurité. Et ensuite, on verra les take profits, on les verra pareil dans le plan Elliott Wave. Donc, comment, voilà, pour en revenir, donc, on avait vu dans la vidéo précédente qu'on ne vendait surtout pas un potentiel bottom, une zone de support, mais au contraire qu'on pouvait faire des achats. Et encore une fois, je vous rappelle, il faut 3 conditions pour faire des achats. Alors, ça peut se négocier, ça dépend, je parle surtout aux traders court-moyen terme. Pour ceux qui font du trade très long terme, ou du semi-investissement, ça veut dire investissement intelligent avec des stops, etc., vous pouvez permettre d'acheter juste une localisation, tout simplement parce que vous allez avoir un stop beaucoup plus conséquent, vous allez jouer des mouvements beaucoup plus importants. Vous, c'est comme du weekly,
et on était sur un niveau très important de support weekly. Mais vous, par contre, vos stops, ce sera ici, en dessous les plus bas. Tout simplement parce que vous jouez vraiment un mouvement long terme, un très haut mouvement. Et donc, vous pouvez vous permettre d'avoir un stop de... il est où? Ouais, hop là. De quasiment 25% parce que vous allez viser du 100, 150, 200%. Voilà. Donc, c'est les seules conditions où on peut acheter juste sur une localisation. C'est pour de l'investissement du long terme, mais du coup avec un stop très large. Pour ceux comme moi, qui c'est plus un trade moyen terme, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre votre stop en dessous ici. Donc, il vous faut, en plus de la localisation, une structure de retournement dans les petits time frames. Donc, quand c'est comme ça, hein, là, on est en daily, vous descendez dans les petits time frames, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, pour attendre une structure et une confirmation d'indicateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? Si on se met en 4 heures, eh bien, on avait une structure, voilà, qui s'est dessinée. Quand on a fait la vidéo, rappelez-vous, c'était vendredi, on n'avait aucune structure. On était par là ou par là, je ne sais pas, mais on n'avait encore aucune structure. Donc, on ne pouvait pas acheter pour un trade. On avait la localisation, ça, pas de problème, mais on n'avait pas encore la structure. Maintenant, il y a la structure qui s'est mise en place, un joli W, vous voyez, avec la base ici. Donc, les plus agressifs, encore une fois, c'est pas conseillé, il faut mieux avoir de l'expérience. Vous pouvez racheter le bas, le bas du W, parce qu'en général, c'est quoi le bas du W? Bah, c'est juste une vague 2. Hein. Si on a trouvé un bottom ici, vous savez que comment ça se passe en Elliott Wave. Après, on repart sur 5 vagues haussières. D'ailleurs, on n'a peut-être pas fini la 3. Et donc, on achète la vague 2. Donc, la vague 2, 0,5, 0,618, 0,786. Vous pouvez acheter sur ces 3 targets, ou les 0,618, en général, c'est la meilleure target. Peu importe. Et voilà, en agressif. Encore une fois, et puis bien entendu, l'avantage c'est que votre stop, il sera en dessous le dernier plus bas. Parce que si c'est une vague 1-2, on ne doit pas faire un plus bas. Donc vous avez un stop relativement serré, mais ça c'est plutôt pour les personnes un peu avancées. Pour les autres, vous attendez la cassure de la structure, donc du W. On va comme dessiner, hop, vous attendez la cassure du W qui s'est fait, hop, ici. Voilà, ici même. On achète la cassure du W. Et pareil, votre stop doit être également en dessous, bien entendu, le W. Ceux qui ont loupé ici, vous aviez une dernière possibilité également d'acheter la cassure, donc la validation du fake out de notre fameuse trendline weekly. Et là, c'est pareil. Vous regardez les petits time frames. En une heure, on avait, vous voyez, en une heure, on avait un très beau graphique. Alors, on a toujours le W. Et en plus, vous voyez, on a confirmation indicateur avec des divergences. Vous voyez, là, on a un bas, on fait un plus haut. Non, d'ailleurs, on n'a pas de divergence. On n'a pas de divergence. Mais on avait la même chose qu'en 4 heures. Donc, un joli W. Et on avait quoi ici? Alors, je vais déblayer. Voilà. Pour acheter la trendline, en une heure, c'était très bien. Pour acheter le fake out de la trendline. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on l'a cassé. Magnifique pullback. Et on repart. Donc ceux qui avaient loupé ici, vous pouviez acheter ici. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous avais envoyé ce graphique hier soir. Tout simplement parce qu'on était sous la trendline, donc niveau clé. Je vous vois toujours des graphiques quand on est à un moment clé, là où on peut faire quelque chose. Parce que ceux qui avaient loupé ici, le niveau ici, tout simplement, il y avait deux choses à faire. Soit vous attendez un pullback, parce qu'on aurait très bien pu faire corriger un peu plus, hein, faire un pullback sur ce niveau-là. Vous voyez, on a un W, on le casse, on arrive sur une résistance, on aurait pu faire un pullback ici. Donc, ceux qui loupent en général une cassure, bah, on attend un pullback. Ou soit attendre la cassure de la trendline qui correspondait sur un petit time frame, et également, bah, tout simplement, à un pullback. Voilà. Donc, si on loupe une cassure, on achète un pullback, tout simplement. Donc on va essayer d'enlever tout ça pour faire un peu de propre. Voilà. Donc moi j'ai pas acheté les cassures, hein. Moi comme je vous ai dit, hein, moi je suis agressif, hein, donc j'ai acheté le bas de 19 790 à peu près, 19 774, le bas du W avec mon stop ici. Maintenant mon stop, bah, je l'ai monté. Je l'ai monté juste au-dessus de ce niveau, tout simplement, ici. Et voilà, comme ça, j'ai pas de problème. Voilà, vous voyez, hop, il est là. C'est pour ça que tout à l'heure, je demandais time to take profit, tout simplement parce qu'on était dans la zone de rechargement de short et c'est le bon niveau pour prendre un petit profit de sécurité, comme je vous ai dit. Vous voyez, donc vous voyez, un long à 19 760, tout simplement parce que c'est pas le même graphique, c'est sur Kraken.
Donc j'ai même eu le prix un peu plus bas. Voilà, tout à l'heure on était au 24 199. Donc moi j'ai pas pris de profit, hein, comme je vous ai dit, parce que j'ai mon stop qui est en positif. Donc je prends pas de profit, tout simplement parce que je vise le mouvement plus haut. Donc si maintenant on se stoppe là et on revient et on prend mon stop, bah tant pis, j'aurais rien gagné, mais j'aurais rien perdu non plus. Mais voilà, moi j'ai pas besoin de prendre un profit de sécurité. Donc maintenant ça c'est vu. Voilà, la divergence, elle était là, excusez-moi. La divergence, non, elle n'était pas là non plus. Il y avait une divergence que je voulais vous montrer, mais je la trouve plus. Mais c'est pas très grave. Maintenant, le plan Elliott Wave. Alors, déjà, je sais que depuis tout à l'heure, je parle de vague d'Elliott, mais si jamais il y a des nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas, et que vous comprenez rien en vague d'Elliott, vous allez dans Playlist, et tout simplement, vous avez un tuto sur les vagues d'Elliott. C'est une petite vidéo qui dure une quarantaine de minutes, moins si vous accélérez la vidéo. C'est très simple à comprendre, et vous aurez toutes les bases de l'héliotisme. Donc vous pourrez comprendre mes analyses parfaitement, également celles d'autres analystes, comme CMA, etc., qui font des vagues d'Elliott. Voilà. Et puis même, commencez vous-même à faire votre propre décompte. Donc, nous, on part du principe qu'on a eu une grosse correction là en flat et qu'on a trouvé un bottom aux 15 000 et quelques dollars. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est du coup, en vague d'Elliott, 5 nouvelles vagues haussières, parce qu'une tendance haussière se fait toujours en 5 vagues. Voilà, donc on va descendre un petit peu dans les time frames. On avait quoi? On avait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Donc d'ailleurs, on avait également racheté la vague 4 pour viser la vague 5. La vague 5, on était arrivé au premier objectif, donc on avait pris une partie des profits. Pas tout, parce qu'il y avait encore d'autres objectifs plus hauts, mais on a quand même pris des profits importants. Pourquoi? Parce que on était sous une très très grosse résistance, les 25 000 dollars, qui n'allait pas être facile à casser, qui allait sûrement rejeter le prix. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on avait pris des profits là. Ensuite, le reste, bah, le stop a été pris, bien entendu, parce qu'après avoir ouvert le trade ici, le stop il était remonté pareil en positif, donc le stop a été pris, on n'en parle plus, et du coup on avait un nouveau trade à prendre ici pour jouer cette vague 2. Pour après viser tout simplement le haut de la vague 3. Alors là, ne vous inquiétez pas, là c'est placé n'importe comment, on va le replacer bien après, on va le faire en direct. Mais voilà, là le trade que j'ai pris, c'est pour viser cette vague 3. Alors je l'ai peut-être mis un peu haut, hein, on peut ça s'arrêter là, hein, là, on va le faire après. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris de profit ici, parce que voilà, c'était le trade en question, c'était de viser cette vague 2. Donc on va revoir les scénarios Elliott Wave. Donc ça c'est le premier scénario. On a fait une vague 1, une vague 2, et là techniquement, on part pour une 3. Alors je dis techniquement parce que attention, si on est dans une vague 2, c'est pas forcément terminé. Pourquoi? Parce que là, moi je décompte 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez qu'une correction se fait rarement en 5, à part sur une W, X, Y, XZ, plutôt rare. Donc en général, on préfère compter 3 mouvements. Donc quand on a une 1, 2, 3, 4, 5, il y a plusieurs solutions. Soit, cette 1, 2, 3, 4, 5, c'est une A, et là on est en train de faire une B assez profonde. Vous voyez qu'une B, même si elle est en flat, on peut même monter même un peu plus haut. Et ensuite on aura une C, vous voyez, voire même un peu plus bas. Bon. Ou soit, ça fait partie d'une autre structure, notamment, alors on va s'enlever ça, les sous-décomptes, notamment, on avait vu ensemble une flat. Une A, une B, une C. Et là, notre flat est parfaite, puisqu'on a 3 mouvements baissiers. Mince, excusez-moi. 3 mouvements haussiers, et on a bien nos 5 mouvements baissiers. Donc ça nous donne une flat. Maintenant, la flat, effectivement, donc il faudrait terminer la 1 ici, si on est bien dans une vague 2. Hop. Comme ça. Mais dans ce cas-là, là on va se mettre le RSI. Et on va se mettre en weekly parce que sinon on va rien comprendre. Peut-être en daily, ça ira mieux. Voilà, en daily, c'est mieux. Et vous pouvez voir que ici, on est censé décompter 5 mouvements dans la plupart des cas. Mais vous voyez que aussi bien sur le graphique 1, 2, 3 que sur le RSI, 1, 2, 3, à aucun moment on a 5 mouvements. Donc, c'est soit qu'on est dans une leading diagonale,
Donc ça, c'est vrai que dans le tuto, j'en ai pas encore parlé, mais bon, ceux qui suivent mes vidéos, ils connaissent maintenant. Une leading diagonale, c'est quoi? C'est dans la première vague, vous voyez, donc là, en vague 1, ça peut être une leading diagonale, donc une diagonale qui lead, qui dirige, voilà. On ne la trouvera pas dans une vague 3, ni dans une vague 4 ou 5. En 5, on peut avoir une ending diagonale, une diagonale de fin, enfin qui finit. Et une landing diagonale, elle peut se faire en 3 mouvements. Donc 1, 2, 3. Donc on est soit dans une leading diagonale, on a fait 3 mouvements, très bien, leading diagonale, et maintenant correction en flat. Ou soit, il ne faut pas oublier que l'autre scénario n'a toujours pas été annulé. Le scénario qui dirait que la première vague n'est pas finie. Que ça, la flat qu'on trouve ici, eh bien c'était tout simplement la correction de vague 4. Alors excusez-moi, du coup j'ai mal placé. Hop là, voilà. Que cette flat-là, c'était la correction de vague 4. Pourquoi le scénario n'est toujours pas annulé? Alors certes, on a une 4 un peu longue, hein. On a une 4 un peu longue, vous voyez, par rapport à la vague 2. Mais, vous voyez, si ça devait faire un mouvement comme ça reste quand même cohérent. C'est pas, comme je vous ai dit, hein, dans les dernières vidéos, je vous ai dit, si on est dans le scénario, il faut qu'on rebondisse très vite. Parce que si ça traîne trop longtemps, voilà, après, par contre, là, voilà, ça n'a ni queue ni tête. Donc, il faut rebondir très vite, c'est ce qui s'est passé. Donc, on peut toujours être dans ce scénario. Ce qui veut dire que on pourrait, là, aller casser les 25 000 $, alors sauf si on a une vague 5 tronquée, hein, on pourrait terminer là. Bon, c'est pas ce qui a privilégié. On pourrait casser un petit peu les 25 000 $. Aller, pourquoi pas, sur les deuxièmes objectifs qui étaient vers les quelque chose comme 20, 28, 29 000 $. Et avoir une correction assez importante, hein. Et là, ça surprendrait tout le monde, bien évidemment. Parce qu'une fois cassé les 25 000 $, théoriquement, on est censé aller to the moon. Et ensuite seulement, on aurait une vague 2. Et une vague 2, vous voyez, qui pourrait revenir du coup, en dessous les 25 000 $ et faire peur à tout le monde. Mais voilà. Donc, on va pas privilégier ce scénario, mais on va quand même le garder en tête. Pourquoi? Parce que si ça arrive, il ne faudra pas qu'on soit surpris par cette grosse correction. Grosse correction qui ne sera pas là si, alors là du coup on va enlever ça, si on est dans ce scénario-là. Puisque dans ce scénario-là, on aura une correction mais beaucoup plus faible. Une correction, d'ailleurs ce sera le moment, ceux qui ont loupé les achats, c'est pas le moment d'acheter ici, ce sera le moment parce que ici maintenant, une vague 3, c'est une impulsive, on ne peut pas trouver de leading diagonale. Donc on aura forcément 5 mouvements haussiers. Donc, ceux qui ont loupé l'achat, maintenant, alors on peut se stopper ici, par exemple, vu que c'est 25 000 $. Hein. Bref, on a une vague 1, on va avoir une correction, mais justement, ce sera une petite correction, ce ne sera pas une grosse correction, puisque c'est une correction seulement du mouvement qui est là. Et ensuite 3, 4 et 5. Donc, le meilleur moment pour acheter maintenant, ce sera, si on est bien dans ce scénario-là, bien entendu, bah, le bas de la vague 2. Donc, il faut attendre maintenant cette correction pour racheter. Donc pour ça, on va aller jeter un œil en plus petit time frame pour voir si on a déjà des vagues qui se dessinent. Et du coup, on va passer en 4 heures. Et on peut voir que... Hop, on va se remettre. On a une vague 1, 2, hein, la vague 2 que j'ai rachetée, le W. La 3 n'est probablement pas terminée, vous voyez, parce qu'on ne voit pas de divergence sur le RSI encore. Donc là, on est probablement encore dans la vague 3. Peut-être qu'il ira chercher vers les 25 000 $, justement, vu que c'est le gros niveau de résistance. C'est un bon moment, hein, entre les 24 500. Je crois qu'on l'a déjà fait, les 24 500. Voilà. Donc, entre là où on était et là, c'est un bon moment probablement pour terminer une vague 3, voire même faire un petit fake out pour piéger tout le monde, hein, tous ceux qui vont rentrer là. Bref, et ensuite, on aura une vague 4. Donc, on ne rachète pas cette vague 4, hein, bien entendu, parce qu'après, on aura une vague 5. Et d'ailleurs, si c'est cette configuration-là, il va y avoir un gros piège. Parce que la vague 5, sûrement, cette fois-ci, on passera les 25 000 $. Du coup, les gens vont acheter. Il y aura sûrement même une grosse mèche. Mais si on est dans cette configuration-là, malheureusement, après les 5 vagues, on aura notre fameuse... On va repasser en daily. On aura une correction de... Alors ça, du coup, il faut le mettre d'une autre couleur.
On va le mettre en jaune, j'ai pas de jaune à l'écran. Il y aura une correction. Alors bon, là j'ai passé un peu les choses n'importe comment. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Un truc un peu propre, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. On aura notre correction de vague 2 et on recassera les 25 000 $. Vous voyez? Donc, mais ce sera cette vague 2 qu'il faut racheter, bien entendu. Alors bien sûr, on peut monter plus haut, moins haut ou quoi que ce soit, on verra ça dans le timing. Mais en tout cas, ceux qui ont loupé les achats ici, c'est pas maintenant qu'il faut acheter, il faut attendre qu'on monte encore, qu'on corrige, et ensuite, alors, admettons qu'on monte aux 25 000 $, hop, et que c'est le haut de la première vague et qu'on corrige, bah, il faudra racheter ces niveaux-là. Enfin, le niveau idéal de rachat, ce sera 0,5, 0,618, ici. Donc entre les 21 600 et les 22 200. Mais on verra ça le moment venu. Là, pour l'instant, on va s'occuper de quoi? On va juste jeter un œil pour voir. On va admettre qu'on a fini la 2 ici. Hein. Alors, on admet pour l'instant, ce n'est pas une certitude, mais on va prendre l'hypothèse où on a trouvé le bottom de la vague 2. On va tout simplement faire calculer l'objectif de la vague 3. Donc, on se met au bas de la 1. En haut de la 1, on va essayer d'être précis quand même, hein, pour avoir des trucs précis. Et au bas de la 2. Et pareil, on va essayer d'être précis. Les objectifs. L'objectif principal, 161,8. Alors bien entendu, hein, on peut avoir une 3 plus courte, qui s'arrête au 1,23,6, au 1 ou 1,13. C'est pas quelque chose à privilégier, surtout que si on est dans un bull run, la vague 3 c'est censé être la plus forte. Donc l'objectif principal c'est 1,61,8, 2,61,8. Et après on peut même monter à 3,68 ou 4,68 si on est extrêmement bullish. Mais voilà, vaut mieux rester dans les objectifs comment dire, raisonnables. L'objectif raisonnable, c'est ces deux-là. Donc techniquement, c'est à partir des 1,61,8 que vous devez commencer à prendre des profits pour ceux qui sont entrés en trade justement sur le bas de la vague 2. Donc, je vais quand même dire les chiffres. Les 1,61,8, c'est 35 125 $. Les 261,8, c'est 44 000 $. Vous voyez, c'est déjà un bel objectif. Ensuite, bien entendu, on a 361,8, 53 000 $. Et 461,8, 65 000 $. Hein, ça nous donnerait le gros niveau de résistance weekly qu'on a ici, hein, le double top qu'on a ici. On est monté un peu plus haut là, mais c'est avec des mèches. Mais si on prend les clôtures weekly, vous verrez qu'on n'a pas beaucoup dépassé les 165 000 $, les 65 000 $, excusez-moi. Vous voyez, c'est pile les 61 000 $ la clôture weekly. Voilà, donc ça voudrait dire une 3 qui remonte chercher ici. Ensuite, bah, ça fait de nouveau résistance parce que c'est un gros niveau. On repart dans une 4 et puis ensuite on va péter le top. Et là, on va chercher la fin du bull run sur beaucoup plus haut. Bon, après, voilà. Mais on peut aussi avoir une 3, bien entendu, qui s'arrête aux 35 000 $, avoir une petite correction, une 5 qui va justement rechercher le double top. Et tout ça, c'est peut-être juste la première vague d'un bull run. Hein. Alors, soit ça, ça dépendra de la puissance de la 3. Soit tout ça, c'est le bull run, 1, 2, 3, 4, 5, mais dans ce cas-là, je pense qu'on va avoir une 3, justement, qui ira rechercher très haut, une 4 là, et ensuite on finira pour aller rechercher les 100 000 $, ou 80, 100 000, ou un peu plus. Ou soit, si on a une 3 qui s'arrête vraiment, justement, au premier objectif, ici, bon, bah, je pense que voilà, on aura une 5 qui s'arrête là ou là, et ce sera juste une vague, 2 vagues, 3 vagues, donc là, bien entendu, on pourra monter beaucoup, beaucoup plus haut. Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas. Les seules choses à savoir que si vous avez pris un trade ou si vous voulez avoir une idée des objectifs, le premier objectif, tout en étant raisonnable de la vague 3, c'est les 34 000 $. Et ensuite, un objectif aussi raisonnable mais un peu bullish, c'est les 44 000 $. Alors, on ne va pas faire les objectifs de la vague 5 pour l'instant. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, allez, on va le faire. Je sais qu'il y en a, ils sont curieux tout le temps. On va quand même le faire. On va se remettre notre... hop. Et on va faire le moins bullish possible, bien entendu. Donc on va prendre les 0,618, bien entendu. Malgré que théoriquement en bull run, on n'est pas censé prendre l'objectif le moins bullish, mais je préfère être raisonnable plutôt que trop gourmand. Voilà, donc on a notre vague 3, la vague 4, c'est simple, on va prendre la vague 4 de base, hein, c'est-à-dire 0,382, et donc
on recorrigerait vers les 28 000 $. C'est le gros niveau de support qu'il y a ici, hein, les 28-30 000 $. Donc ça fait sens. Et ensuite, la vague 5. Alors, il y a deux façons de la calculer, hein. Moi, j'aime bien ma méthode par rapport à la vague 3, mais on peut aussi le calculer par rapport à la vague 1. Ça, on s'en fout, c'est un petit détail, hein. C'est juste pour un peu s'amuser parce qu'on n'est pas encore du tout là. Donc voilà, les objectifs, c'est 61,8, 1, 1,13, 1,23,6, 1,38,2, 1,61,8. Et on va dire que si on a une 3 pas très bullish, on peut quand même se permettre d'être un peu bullish sur une 5. Donc les objectifs, on va dire, ils seront entre 1,23,6, donc 47 000 à 53 000 $. Donc vous voyez, comme je vous disais, si jamais on a une vague 3 qui n'est pas bullish, je pense pas que voilà, ça va pas être le bull run, on va pas avoir un bull run qui va se terminer en dessous. Donc ce sera juste une première vague et du coup là, effectivement, on aura un bull run assez puissant parce qu'on aura une vague 1, 2, 3 et là on pourra monter largement au-dessus des 100 000 $. Si par exemple, mais si par contre on a une 3 assez bullish, comme ça, comme ça, comme ça, je pense malheureusement que ça, ce sera le bull run et qu'on aura un bull run qui finira entre 80 et 100 000 $. Mais bon, voilà, c'était juste pour voir un petit peu, avoir une petite idée, mais ça sert à rien de faire le travail maintenant, il n'y a aucune certitude, on n'est pas encore sûr à 100% qu'on ait fini la vague de ici, quoi que ce soit. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qui pourrait se produire. Maintenant, on va aller voir ce qui nous intéresse, c'est les indicateurs. On va commencer par le RSI. Donc le RSI, déjà en daily, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Je vous ai dit qu'on était en zone de survente sur le RSI et qu'en général, c'était un bottom ou une zone de bottom. Donc, encore une fois, niveau important de support, c'est surtout pas le moment de vendre, hein. On vend quand on est en surachat, on achète quand on est en survente. Et je vous avais montré qu'il y avait deux possibilités quand on est arrivé en survente. Soit on fait un V-bottom et on remonte tout de suite, donc c'est pile le bottom, ou soit on est proche du bottom, on va aller refaire encore une fois soit un double bottom, soit un petit peu plus bas, et une divergence. Vous voyez, comme ici. Ici, on a un bottom, on remonte, on revient faire un très léger plus bas, et il y a une belle divergence. Vous voyez, belle divergence. On fait un plus bas, et là on fait un plus haut. Et c'est tout le temps comme ça. Soit V-bottom, soit divergence, mais en tout cas, on est quasi à 95% dans une zone de bottom. Alors bottom, ça ne veut pas dire on va aller to the moon, hein. Ça veut dire qu'il y aura au minimum un gros rebond. Voilà. Ici, pareil. On arrive. Tac. Zone de survente. On remonte, on vient faire un nouveau plus bas avec des divergences. Vous voyez, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Et on remonte. Mais on n'est pas allé beaucoup plus bas. Vous voyez, on a peut-être allé 50 $ en dessous, hein. Et c'est pareil à chaque fois. Ici, V-bottom, zone de survente. V-bottom, hop, on remonte to the moon. Ici, il faudrait zoomer un peu, hop. On y va, on refait un nouveau plus bas, une grosse divergence et hop, on part. Et c'est tout le temps pareil, hein, c'est tout le temps pareil. Vous voyez, là, zone de survente, bim, V-bottom, on remonte. C'est soit un V-bottom, soit on va refaire encore un petit peu plus bas avec une belle divergence daily. Bon, bah là, il a choisi le V-bottom, hein, on est remonté tout de suite. Donc voilà, pourquoi il fallait surtout pas vendre ici. Au contraire, il fallait chercher des achats. Ça, c'est pour le daily. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est pour le weekly. Et le weekly, vous savez que on a notre zone fétiche, c'est les 50-54. Hop. Voilà, environ là. Et qu'est-ce qu'on veut pas? Eh bien, c'est passer en dessous de ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est le niveau qui délimite les bull run, voilà, les tendances haussières, des bear market. Les bull run, on est au-dessus, on vient faire support dessous. Les bear market, on est en dessous. Maintenant, vous connaissez, hein. Les bull run, on est à chaque fois au-dessus de ce niveau. On vient prendre support dessus. Les bear market, on est en dessous. Les bull run au-dessus, bear market, etc., etc. Donc, on avait réussi à passer cette zone. On avait fait un premier pullback. Et là, la semaine dernière, on était encore dessus. On avait vu qu'il fallait éviter de clôturer en dessous, de recommencer à s'installer en dessous, parce que du coup, on ne serait plus dans une configuration bull run, mais bear market. Et bien heureusement, la semaine a bien clôturé. On a rebondi encore une fois sur ce niveau très important. On est en train de former même un très joli W. Alors maintenant, il faudra valider ce W, hein, casser ici les 60 pour justement aller partir beaucoup plus haut. Mais c'est très bien. On a tenu, donc tout va bien. Comme à chaque bull run, on vient faire support sur ce niveau. Tant qu'on ne le recasse pas, tout va bien. On est toujours bullish. Et du coup, on est toujours en scénario principal, scénario bullish, jusqu'à preuve du contraire, bien évidemment. Donc ça, c'est pour le RSI. Le MACD. Le MACD,
et il est toujours bullish. Et regardez, la dernière vidéo, c'était vendredi. On était en train de pénétrer. Il y avait une des deux moyennes, la ligne bleue, était déjà sous ici. On avait dit attention, on va attendre la clôture pour voir si elle se fait rejoindre par l'autre ou alors si au contraire on rebondit et c'est annulé. Et bien voilà, la semaine a bien clôturé. On n'a pas eu de confirmation baissière. On est toujours au-dessus de la zone de survente. Parce que vous savez, en général, quand on pénètre dans la zone de survente et qu'on la réintègre, eh bien c'est plutôt mauvais signe. Ça nous donne quelque chose comme ça. Ou vous voyez, quelque chose comme ça. Les croisements intermédiaires, on s'en fout, mais par contre les croisements, que ce soit en bas, on est en dessous, et on repasse la zone de survente, vous voyez, ça nous donne des beaux mouvements, et vice-versa, pareil, vous voyez, quand on est en zone et qu'on repasse en dessous, ça nous donne ensuite des mouvements baissiers. Donc, pas forcément on va les faire des nouveaux plus bas, mais au moins une très grosse correction. Mais là, tout va bien, ça a été annulé, on est toujours très bullish en weekly, et sur le MACD, lui, il n'a même pas sourcillé, lui, c'est comme si rien ne s'était passé. Il est toujours extrêmement bullish. Donc c'est pour ça que, avant de paniquer ou de prendre des décisions, il faut toujours attendre les clôtures weekly. Parce que, voilà, tant qu'on n'a pas clôturé, on ne peut pas savoir comment vont être configurés les indicateurs. Même si sur le coup, ça paraît bearish, tant que ça n'a pas clôturé, on est sûr de rien. Et vous voyez que là, finalement, eh bien, tout va bien. Ishimoku. Alors, on va s'enlever le graphique, sinon on ne va rien y voir. Eh bien, weekly, bah parfait. Hein, on avait vu quoi? Qu'on avait un gros niveau de support, la Kijun. On avait pour la lagging span la Tenkan et le prix. Donc, encore une fois, on était sur un gros niveau de support, donc un beau positionnement pour entrer à l'achat, en attente des confirmations bien sûr, et des structures, etc. Mais voilà. Par contre, bien évidemment, si on aurait clôturé en dessous la Kijun, c'était plutôt mauvais signe et s'attendre à reprendre la baisse parce qu'on repassait baissier en weekly sur Ishimoku. La Tenkan a fait son support ici, très bien, on repart à la hausse. Là, on a la Kijun à supporter, on a fait une petite mèche en dessous, mais ça, on s'en fout. On a rebondi fortement, donc tout va bien. Prochain objectif, le nuage vers les 26-27 000 $. Et si on arrive à pénétrer le nuage, eh bien, on aura le champ libre jusqu'aux 33 000, 36 000 $, tout dépend combien de temps ça va nous prendre. Donc ça, c'est pour le weekly. En 3 jours, parfait également. On casse la Kijun, on vient s'appuyer sur le nuage, on n'a pas de bougie de confirmation de la cassure. Au contraire, le nuage fait support, on remonte, on repasse bullish, tout va bien. Là, la Ginspan, elle qui était déjà dans le nuage, elle est venue s'appuyer sur le bas du nuage, elle rebondit, et elle se dirige vers le, comme prévu, le haut du nuage. En général, c'est comme ça que ça se passe, on a tiré quand on rentre dans le nuage par le haut du nuage. Et bien entendu, ça va marquer une résistance ici, mais ce sera tout simplement, encore une fois, cette résistance-là. Et si on casse les 25 000 $, la Kijun, la lagging span, excusez-moi, va casser le haut du nuage et on sera totalement bullish sur Ishimoku en 3 jours. Bon, le daily, on s'en fout un peu. On est venu s'appuyer sur le bas du nuage. Parfait, voilà. Petit fake out, on réintègre rapidement. Hop, très bon également signal ici, réintégration. Hop, on vient directement chercher le nœud du nuage, on le recasse. Et on est quasiment totalement bullish sur Ishimoku parce qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan et la lagging span est très bientôt au-dessus du prix. Pas encore, vous voyez, ça c'est la dernière confirmation. Mais voilà, donc tout est plutôt bullish sur Ishimoku. Tous les time frames, daily, 3 jours, weekly, tout va bien de ce côté-là. Les bandes de Bollinger. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que en bull run, en tendance haussière, eh bien, on était toujours dans la partie haute des bandes de Bollinger. Vous voyez, il y a la médiane qui délimite le haut du canal, on va dire, et le bas du canal. En bull run, on est toujours dans la partie haute. Et de temps en temps, on vient s'appuyer sur la médiane. Voilà, bull run commence, on est dans la partie haute, on vient s'appuyer sur la médiane. Mais on ne doit pas clôturer en dessous. Parce que sinon, eh bien, voilà, quand on clôture en dessous, c'est ici. Et ensuite, la médiane fait résistance et on est en bear market. Et pendant tout le bear market, on reste dans le bas du canal. On peut même aller en dessous, mais on ne repasse pas ici. À partir du moment où on repasse au-dessus, eh bien, on y reste et on vient s'appuyer sur la médiane, etc., etc., etc. Voilà. Donc, on avait vu que si on revenait sur la médiane, c'était un très bon niveau d'achat. Par contre, il ne fallait pas reclôturer en dessous. Eh bien, la médiane a parfaitement joué son rôle. On est venu parfaitement s'appuyer sur la médiane et gros rebond. Donc, et encore une fois, c'était pour ça que ne fallait surtout pas vendre ici, parce que c'était un gros niveau de support sur vraiment tous les indicateurs, hein, moyenne mobile, Ishimoku,
tout RSI, c'était vraiment un niveau de support important qu'il ne fallait pas casser, hein. On avait bien insisté sur ça, que le weekly serait très important. Il ne fallait surtout pas clôturer sous les 20 000 $ en weekly, mais 19 500, 20 000 $, mais le niveau a joué son rôle. Donc, bonne de Bollinger, on revient sur le haut des bandes. Et on attend quoi, nous? On attend, comme à chaque bull run, en général, c'est la petite confirmation que vraiment le bull run est parti, c'est qu'on arrive à pénétrer au-dessus du canal. Vous voyez, puis après, pendant tout le long, on revient, on repénètre, on revient. Mais voilà, en général, c'est vraiment l'ultime confirmation qu'on arrive à passer un peu au-dessus du canal. C'est que vraiment, on est bullish. Et c'est la petite confirmation. Vous voyez, quand on passe au-dessus, après, voilà, on oscille dedans, on repasse au-dessus à chaque fois. Mais c'est la petite confirmation qu'on n'a pas eu encore. Voilà. Donc ce serait bien que maintenant on casse vraiment les 25 000 $ et qu'on arrive à s'extraire un peu du haut du canal. Puis après, on rangera entre les deux bandes, théoriquement pendant tout le bull run, si vraiment on est en bull run. Et chaque pullback sur la médiane, bien entendu, sera un excellent niveau d'achat. Moyenne mobile. Moyenne mobile weekly. Encore une fois, on était sur un niveau de support ici. Et ce qu'on ne voulait pas, c'était clôturer en dessous de la EMA 21, tout simplement parce que on est dans un range entre la moyenne mobile 200 et la EMA 21, et on veut surtout pas casser ce range à la baisse, on veut le casser à la hausse pour aller chercher beaucoup plus haut, donc notamment les 34 000 $, et ensuite beaucoup plus haut. Et surtout, en bull run, on n'est pas censé reclôturer sous la EMA 21. Vous voyez, une fois qu'on la casse, on vient s'appuyer, on fait des mèches sans problème. À chaque fois d'ailleurs, c'est des très bons niveaux d'achat, mais on ne reclôture pas. Et quand on reclôture sous cette EMA 21, eh bien en général, on repasse en bear market et elle joue le rôle de résistance. Donc ce qu'on voulait surtout pas, c'est clôturer en dessous ce niveau. Bon, eh bien le weekly a été sauvé, on a rebondi suffisamment tôt, on n'a pas clôturé sous cette moyenne mobile, elle a fait support, on repart en haut du range, c'est-à-dire chercher la moyenne mobile 200. Et une fois qu'on l'aura cassée, on aura récupéré un très gros niveau de résistance. Du coup, on aura un très gros niveau de support sur nos pieds, parce que c'est le niveau qu'a supporté le Bitcoin depuis une dizaine d'années sur tous les bear markets. Là, on est passé en dessous, donc le réintégrer, ce serait magnifique. On aura également, rappelez-vous, cette épaule, tête, épaule, que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, qui sera également validée à la cassure des 25 000 $. Mais bien entendu, je vous avais dit également, les plus agressifs peuvent acheter, comme moi, l'épaule droite, plutôt que d'attendre une cassure au cas où il y a un fake out. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un trade également ici. C'était pas seulement pour viser la vague 2, c'était également pour viser la potentielle épaule droite. En daily, ce qu'il fallait pas faire, c'était recasser la moyenne mobile 200. On va s'enlever les moyennes mobiles les moins importantes. Tac et tac. Voilà. Donc, vous savez que une tendance haussière sur les actifs par rapport aux moyennes mobiles, c'est défini en daily. Et par rapport aux moyennes mobiles 200 et 50. C'est-à-dire pour être haussier, il faut être au-dessus de la moyenne mobile 200 et avoir une golden cross. Et pour repasser baissier, bien entendu, il faut casser la moyenne mobile 200 et avoir une death cross. Donc ce qu'on voulait éviter, c'était bien évidemment de repasser sous la moyenne mobile 200. Et vous voyez qu'elle a parfaitement joué son rôle de support. Encore une fois, vous voyez qu'on était vraiment sur des gros supports. Tous les indicateurs, quasiment tous les timeframes, nous donnent des supports très importants. La moyenne mobile 200, en daily, c'est une des moyennes mobiles les plus importantes, tout timeframe confondu. Et eh bien, elle a bien joué son rôle. On rebondit, donc tout va bien de ce côté-là également. Le ruban des moyennes mobiles, quant à lui, alors en daily, on s'en fout un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le 3 jours et le weekly. Le 3 jours, on a fait un petit fake out, vous voyez, mais on n'a pas confirmé avec la bougie suivante. Au contraire, on a réintégré. Et on a même depuis, on va dire, depuis pratiquement 2-3 semaines, on est en train d'avoir la confirmation. Rappelez-vous, il nous faut quoi pour repasser bullish? Il faut repasser au-dessus du ruban. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est un réalignement haussier des moyennes mobiles. Vous voyez, quand on est en tendance haussière, on a les plus claires qui sont en haut, donc les plus faibles, et les plus fortes qui sont en dessous. Donc, notamment ici la rouge. Ça, c'est l'alignement haussier. En alignement baissier, c'est l'inverse. Vous voyez, ici, on a la confirmation baissière depuis ici. Les moyennes mobiles se sont croisées vers le 4 janvier 2022. Et depuis, vous voyez, elles sont toujours restées, même ici, on a fait un petit fake out, mais on n'a pas eu la validation, la confirmation. On est resté baissier, 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 baissier.
Là, on est repassé au-dessus, mais on n'a toujours pas eu la confirmation. La confirmation est en train d'avoir lieu. Vous voyez, les moyennes mobiles sont en train de croiser, s'inverser. On n'y est pas encore tout à fait. Pourquoi? Parce que vous voyez, la rouge, elle n'est pas encore en bas. Donc, on n'est pas loin. Dans les jours ou semaines qui viennent, on aura la confirmation, 3 jours, l'ultime confirmation. Donc, petit fake out, réintégration. Dans une période de confirmation, c'est plutôt bon signe. Et en weekly, ce qu'on voulait éviter, c'était bien entendu, encore une fois, de clôturer sous le niveau du ruban parce que, heu, contrairement aux 3 jours où on peut passer sous le ruban, en général, tant qu'il n'y a pas de confirmation, ça a pas trop d'effet. Mais en weekly, par contre, en bull run, c'est quand même assez rare qu'on passe sous le ruban. Vous voyez là, le bull run de 2015-2017, on vient s'appuyer à chaque fois sur le ruban, donc c'est de très bon niveau d'achat. Mais en aucun cas on clôture, sous le ruban, hein. C'est même rare qu'il y ait des mèches dessous. Une fois qu'on commence à clôturer sous le ruban, c'est plutôt mauvais signe et puis voilà, on part à la baisse. Donc, on a réussi, on a clôturé, encore une fois, on a sauvé, la clôture et on repart à l'attaque pour essayer de casser le haut du ruban, donc les 25 000 et pour repasser, bien, tout simplement dans une configuration bull run sur, les moyennes mobiles grâce au ruban, hein. Il faut casser encore une fois, le fameux niveau des 25 000 Donc tout va bien, une petite mèche, petit fake out et on repart à la hausse. Voilà. Mais attention, on est toujours dans le range, 20 000 25 000 on n'a toujours pas validé la cassure haussière. Et pour finir, parce que je pense qu'après ça va être trop long sinon, on va voir un truc très simple pour finir, c'est tout simplement notre pote le super trend qu'on a vu dans la dernière vidéo. Alors en daily, bon, pas rien d'inquiétude, hein, toujours bullish, hein, tant qu'on casse pas les 18 000 donc on s'en fout un peu, il va rien nous apporter, mais en 3 jours, il nous a fait quelque chose de magnifique. Rappelez-vous, la dernière vidéo, on était le 10, le 10 mars, oui, le 10 mars, et le super trend était repassé rouge. Pourquoi? Parce que le 10 mars, on était en dessous de la limite, et quand on passe en dessous, on passe rouge. Attention, il faut attendre la clôture pour confirmer, mais le 10 mars, on était rouge. Et je vous avais dit, j'aime pas trop ça, c'est pas trop bon signe. Alors, vous aurez mieux éviter de clôturer comme ça. Mais bien que ça arrive, hein, c'est pas du weekly, hein, le weekly, il y a quasiment aucun fake out. Mais vous pouvez voir que, alors par exemple, dans le dernier bull run, on n'en a pas eu. Vous voyez, c'était vert tout du long ici. Mais dans celui d'avant, vous voyez, par exemple, je vous l'avais montré en plus en vidéo, que ça peut arriver qu'on ait du rouge, c'est juste des petites corrections. Mais voilà, j'aime pas trop ça, parce que ça veut dire une correction long terme, ça commence comment? Bah, par une correction moyen terme, tout simplement. Vous voyez, les petits time frames, on commence à passer bearish dans les petits time frames, moyen time frame, puis ça peut se propager au grand time frame. C'est pour ça que j'aimais pas trop voir un super trend rouge, parce que ça indique quand même, si on aurait confirmé, ça indique quand même une grosse correction, on aurait été du coup beaucoup plus bas. Ça aurait commencé à être dangereux, donc j'aimais pas trop ça. Mais voilà, c'était une bougie, regardez, c'est du 3 jours, donc c'est du 8 au 11. La vidéo a été faite le 10 et regardez le lendemain, donc le 11, juste avant la clôture, on est repassé in extremis, hein, peut-être alors 20 213 à 20 000, pratiquement 100. À 100 près, on a réussi à clôturer juste au-dessus du super trend et à sauver le super trend. Du coup, en fait, il a juste fait un méga support, vous voyez. C'est magnifique, support avec une petite mèche. Très bon, encore une fois, du coup, très bon niveau d'achat, les 20 000 sur la clôture weekly dimanche soir. Puisqu'on a sauvé le super trend, on a clôturé ici. Bah, ici, voilà, c'était bon pour acheter, puisque tout simplement, le super trend est resté vert. On a juste une petite mèche, on a tenu le support, donc support confirmé, donc magnifique. C'est pourquoi j'adore le super trend, c'est super précis. Et voilà, donc bah, du coup, tout va bien. Tout va bien, le super trend 3 jours est sauvé, il est resté vert, le weekly est au beau fixe tant qu'on ne casse pas les 17 500 mais c'est le super trend qui nous en 3 jours qui nous préviendra avant, hein, s'il se passe quelque chose. Mais voilà, tout va bien, donc encore une fois, il y avait un peu d'inquiétude vendredi, bien qu'on était sur un gros support, tout simplement parce que les... Alors c'est normal dans une correction, mais les petits time frames étaient plutôt bearish, donc désaccordés avec les time frames long terme qui eux étaient toujours bullish. Donc il fallait attendre bien entendu la clôture weekly pour avoir les confirmations baissières ou pas. Mais on a rebondi suffisamment avant la clôture dimanche soir. Alors, on n'avait pas encore ce gros rebond hein, comme ça, mais on avait rebondi suffisamment pour sauver les meubles et avoir aucune confirmation baissière. Donc tout est repassé bullish, les moyens, le long terme et le court terme. Donc tout va bien. Le dollar, il n'a pas cassé ses 0,382, il est reparti à la baisse. Donc
tout est au beau fixe. Jusqu'à preuve du contraire, on reste dans notre scénario, bien entendu, Elliott Wave, qu'on a trouvé un bottom ici et qu'on est en train d'avoir une tendance haussière. Voilà. Tant qu'on n'a pas de preuve du contraire, que les indicateurs long terme ne nous donnent pas des signaux baissiers, eh bien, on restera dans ce scénario, bien évidemment, et on continuera à chercher des achats et non pas des ventes. Les ventes, oui, mais ce sera juste des take profits sur les trades qu'on va prendre, bien entendu, à chaque fois que ce sera possible et nécessaire. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là parce que je pense que je parle déjà depuis bien trop longtemps. J'en ai perdu sûrement la moitié. Donc, on se retrouvera demain. On continuera un petit peu l'analyse weekly parce qu'il y a encore quelques indicateurs que j'ai pas pu vous montrer aujourd'hui. Et si j'ai le temps, bien entendu, je ferai également des altcoins ou au moins l'Ethereum. Tiens, demain, on va au moins faire l'Ethereum. Mais n'hésitez pas à mettre vos altcoins en commentaire et je les analyserai, bien entendu, dès que j'aurai un petit moment. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!